qui surprend, quoi. Il fallait vraiment oser le faire. Et donc, nous voyons se déployer dans nos entreprises actuellement l'alliage du cerveau avec l'automate. La main d'œuvre est remplacée par le cerveau d'œuvre. On peut anticiper les conséquences de cette émergence. Alors, oui, une parenthèse pour y revenir. Quand l'économie s'est industrialisée, mécanisée pour être plus précis, la machine, avant d'être mécanisée, industrialisée, l'économie était essentiellement agricole. La richesse venait de l'agriculture. Point. Il n'y avait pas d'autre source. Les gens les plus riches étaient de grands propriétaires fonciers. Au moment où l'industrie arrive, eh bien, la richesse passe du côté de la production industrielle et du commerce de produits industriels. Donc l'agriculture est détrônée, mais elle n'est pas supprimée, elle est industrialisée. L'agriculture s'industrialise avec la mécanisation des instruments agricoles, avec bien sûr les tracteurs, avec les engrais. Elle se mécanise, elle se chimise. Et vous voyez aussi que sa part dans la population active a énormément diminué. À l'époque de Napoléon, les 2/3 de la population active française travaillaient dans l'agriculture. 67%. Bon. Et il fallait ça pour que tout le monde ait à manger. C'est-à-dire qu'il fallait que les 2/3 de la force de travail soient dans l'agriculture pour qu'on puisse se nourrir. Aujourd'hui, c'est 3%. Et on a largement de quoi manger en France. Donc la productivité de l'agriculture a été accrue dans de telles proportions qu'on a eu largement de quoi manger avec une toute petite partie de la population active dans l'agriculture. Que se passe-t-il aujourd'hui entre l'industrie, la mécanisée, si vous voulez, et l'informatique? Ben, l'industrie n'est pas supprimée, les usines continuent à fonctionner, bien sûr, les produits continuent à être produits, mais elle est informatisée. Elle est informatisée comme l'agriculture a été industrialisée avant. L'industrie elle-même est transformée par l'informatisation. Cette transformation, on la voit dans les entreprises. Bien sûr, dans les usines, actuellement, quand je visite une usine en France, il n'y a plus personne dedans. C'est des automates qui travaillent. Le personnel, il y a du personnel pour la maintenance. Il y a des superviseurs qui sont d'ailleurs derrière des écrans d'ordinateur pour s'assurer que l'automatisme fonctionne bien. Il y a encore du personnel à l'emballage, parce que l'emballage, on n'a pas réussi à l'automatiser comme le reste, mais sinon, l'usine fonctionne automatiquement. Et donc, la production matérielle, la production physique de biens fonctionne. Si on est économiste, on schématise, on dira qu'elle fonctionne sans main-d'œuvre, elle fonctionne sans emploi. Donc il y a du travail quand même, mais ce travail, il a été complètement absorbé par la conception des automatismes, par la conception des robots. Il a complètement été incorporé dans un travail de conception et de programmation informatique aussi initial, au début. Le travail, il existe, mais sous forme de travail accumulé, de travail stocké. Autrement dit, c'est du capital, pas du capital au sens du capital financier, du capital au sens économique, du travail stocké qui a été accumulé avant que l'on produise. Et le travail, ce qu'on appelle le travail vivant, c'est-à-dire le travail qui accompagne la production, qui est nécessaire pour produire, qui fait les gestes répétitifs pour la production, celui-là, il a pratiquement disparu. Enfin, il existe encore, évidemment, mais il est devenu très minoritaire. Du coup, cette transformation de la production a complètement changé l'économie des entreprises. C'est devenu une économie dans laquelle le coût de production est essentiellement le coût de l'investissement initial. Vous avez, on dirait dans le langage des économistes, que le coût marginal est négligeable. Le coût marginal de production, c'est-à-dire le coût de production d'une unité supplémentaire, est négligeable par rapport à ce coût d'investissement initial. Alors c'est très très évident dans le domaine
justement tient des techniques de l'informatique. Hein. Quand vous développez un logiciel, vous êtes en train d'investir, vous faites un investissement. Et ensuite, si votre logiciel a du succès, hein, eh bien, vous allez le copier, puis diffuser des CD-ROM avec éventuellement une notice imprimée à côté, ça ne coûte rien. La dépense est essentiellement dans la conception du logiciel, pas du tout dans sa reproduction. Pour les puces de la microélectronique, c'est pareil. La conception d'une puce coûte extrêmement cher, c'est un énorme travail. La conception d'un nouveau microprocesseur, c'est une dizaine de milliards de dollars chez Intel. Hein. Donc c'est un investissement colossal. De même d'ailleurs, la conception d'un nouveau système d'exploitation chez Microsoft, c'est en gros une dizaine de milliards de dollars aussi, hein, d'écriture de code. Donc c'est des investissements colossaux, mais ensuite reproduire les puces en millions d'exemplaires ne coûte pratiquement rien. Je vous avais dit que dans le monde de l'économie industrialisée, mécanisée, les deux technologies fondamentales, c'était la mécanique et la chimie. Hein. Alors, à la charnière du 19e et du 20e siècle, se sont ajoutées à ça l'énergie, avec l'électrification des usines et le pétrole, qui est arrivé à peu près au début du 20e siècle. Donc on a eu une synergie qui s'est bâtie sur trois éléments: mécanique, chimie, énergie. Aujourd'hui, la nouvelle synergie qui ressort, elle est bâtie sur trois éléments: microélectronique, logiciel et réseau, avec l'Internet. Le réseau, ce fameux automate dont on parle, automate programmable, en fait, on peut en parler au singulier, parce que quand vous êtes devant votre PC connecté à l'Internet, hein, vous accédez à un automate qui est l'ensemble des processeurs, des logiciels auxquels le réseau vous donne accès. Cet ensemble de ressources informatiques constitue un gigantesque automate programmable, disponible depuis n'importe où dans le monde. Il est même disponible avec notre téléphone mobile maintenant, hein, puisqu'on accède au web et à la messagerie avec le téléphone mobile. Et cet automate programmable, il a, grâce au réseau, grâce à l'Internet, il a supprimé la géographie. Les frontières n'existent plus. Il a énormément contribué à la mondialisation. Le commerce fait fi des frontières. D'autant plus qu'on a automatisé la logistique du transport avec la manipulation des containers. Vous voyez, quand on voit ça dans les grands ports, ces grues qui vont aller chercher les containers, qui les posent dans le bateau, tout ça est informatisé. Si ça n'avait pas été informatisé, ce serait un bazar sans nom. Mais on y arrive, grâce à l'informatique, à maîtriser cette gestion de la matière. Et du coup, il est vrai que le monde est devenu un gigantesque marché unique, hein, dans lequel les situations de concurrence, les situations de commerce n'ont plus rien à faire avec ce qui était le cas auparavant dans un monde industriel où les frontières existaient bel et bien. Ce changement ne va pas sans danger. La concurrence, on le sait, a détruit beaucoup de choses. Et puis le cas de la finance est extrêmement intéressant. Elle est devenue mondiale. D'un seul coup, ces gens-là, grâce au réseau et à l'écran clavier, ils ont pu se mettre à jouer sur tous les marchés mondiaux à la vitesse de la lumière, donc sans aucune espèce de blocage et de frontières. Et ils en ont acquis un sentiment de sécurité extraordinaire. Comme la finance mondiale se tenait comme un bloc, qu'elle était globalement solidaire, il devenait apparemment impossible qu'elle s'effondre. C'est comme si on avait dit la Terre s'arrête de tourner. Bon, non, la Terre ne peut pas s'arrêter de tourner, nous le savons. La finance mondiale ne pouvait pas sombrer. Enfin, on faisait confiance un peu comme quand en montagne on est dans une cordée, si vous voulez, on se dit bon, on tombe tous ensemble ou pas du tout, mais il est très peu vraisemblable que la cordée tombe tous ensemble. Donc ça donne un sentiment de sécurité d'être encordé. Simplement, de temps en temps,
il y a bien quelqu'un dans une cordée qui dérape et puis qui emmène tous les autres avec lui, qui tire par la ficelle et puis tout le monde tombe. Hein. Et c'est bien le risque que la finance a pris. Lorsque le sentiment de la sécurité est excessif, la finance est complètement déséquilibrée. Le cœur de métier de la finance, c'est l'arbitrage entre le rendement et le risque. Si vous supprimez la sensation du risque, pas le risque lui-même, mais la sensation du risque, ce qui, du point de vue psychologique, revient au même, hein, et bien du coup, il n'y a plus de frein dans la poursuite du rendement. Hein, et donc on va chercher du rendement, du rendement, du rendement. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Ils ont cherché le maximum de pourcentage de rendement en se souciant absolument pas de la qualité des investissements et des capitaux qui étaient derrière. Et ça aboutit à une catastrophe, et il y aura d'autres catastrophes encore, parce qu'apparemment, ils n'ont pas encore compris. Il y a aussi un autre aspect. Vous savez que dans un logiciel, il y a toujours des défauts dans un logiciel. On a beau vérifier, on a beau tester, on n'arrive jamais à tout tester. Bon. J'ai un bon ami là, qui est spécialiste en ingénierie logicielle, Jacques Prince, qui est professeur au CNAM, qui a fait des tas de travaux là-dessus. Bon. Le logiciel le mieux testé, le mieux vérifié, par exemple le logiciel des satellites de la NASA, comporte une erreur chaque 10 000 lignes de code source. Un défaut chaque 10 000 lignes de code source. Donc, un logiciel qui comporte 6 millions de lignes de code source, comme par exemple Vista, hein, eh bien, devrait en principe avoir 6 000 erreurs. En fait, davantage, parce qu'il est sûrement moins bien vérifié que les logiciels de la NASA. Donc, le logiciel, c'est quelque chose qui va vous rendre d'énormes services, parce qu'il va automatiser des actions répétitives, et ça va vous apporter énormément d'efficacité et de productivité, mais vous risquez toujours d'avoir un jour un pépin que vous n'aviez pas prévu, et à ce moment-là, il faut savoir comment réagir. C'est justement là que l'alliage avec le cerveau est si important. Mettre un être humain en supervision, en contrôle, de telle sorte que le jour où le défaut inévitable, où l'accident inévitable se produit, quelqu'un puisse reprendre la main. Dans la finance, ils n'ont pas fait ça. Alors on fait ça dans les centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, on se débrouille pour que les opérateurs humains restent vigilants et aient de quoi travailler un peu toutes les semaines, pour que le jour où se produira un accident imprévu, ils puissent continuer à réagir. Dans la finance, non, ils ont fait confiance aux automatismes, ils ont empilé des algorithmes mathématiques, tous plus compliqués les uns que les autres. Vous savez que quand on fait fonctionner ensemble des algorithmes de calcul à toute vitesse, ben, ça donne des résultats, c'est confortable, mais finalement, on ne sait plus ce qui se passe. Moi, quand j'étais à l'INSEE, je faisais des modèles économétriques avec des équations dont les paramètres avaient été estimés. Bon. Mais quand vous avez un modèle avec 1000 équations, l'ordinateur, ça ne gêne pas du tout. Hein. Mais vous, avec votre cervelle, 1000 équations, on ne peut pas se représenter ce que ça donne. Donc, intellectuellement, on ne maîtrise pas. Et la finance a été dans ce défaut-là. Donc, il y a, dans nos entreprises, que ce soit la finance ou les entreprises en général, un des problèmes, c'est comment réussir cet alliage entre le cerveau humain et l'automate. Quel est le bon dosage? Quel est le bon degré de cuisson, si je peux dire, hein, pour que cet alliage donne son efficacité? Alors, il y a quelques règles. Je reviens sur l'exemple de la centrale nucléaire.